publié un calendrier électoral, partiel ou global. 3 fois, ce calendrier n'a pas été respecté. La CENI a même déjà organisé le dépôt des candidatures pour les élections provinciales. Pourquoi penser que désormais, la Commission électorale nationale indépendante serait en mesure d'appliquer ce qu'elle a annoncé? Premier test, le 26 mars, avec l'élection des gouverneurs. De tous ces points et d'autres, dont celui de l'indépendance de l'institution d'appui à la démocratie, on parlera au cours de cette émission Top Presse, qui reçoit ce jour le président de la Commission électorale nationale indépendante. Monsieur Corneille Nangaa, bonjour. Bonjour Christian. Pour vous interroger, Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, Rachel Kitsita de Numérica Télévision, Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Monsieur Corneille Nangaa, vous êtes arrivé à la tête de la CENI il y a 90 jours. 90 jours après, vous lancez appel d'offres international achat public de kits d'enrôlement des électeurs. Est-ce qu'il fallait obligatoirement passer par cette étape qui risque d'ailleurs de prendre à la Commission du temps alors qu'elle n'en a que très peu? Ah oui. Merci d'abord, Christian, pour cette invitation. Je salue tous les journalistes qui ont accepté de m'accueillir et surtout pour l'initiative que vous avez prise pour cette émission. Pour revenir à votre question, fallait-il passer par ce processus? Malheureusement ou heureusement, oui, parce que c'est ça la loi. Vous vous souvenez certainement qu'il y a quelques jours, le gouvernement qui est le financier des élections avait exigé que pour toutes les acquisitions de la Commission électorale nationale indépendante, nous fassions respecter la loi sur les passations des marchés, la passation des marchés. Et c'est de là qu'il est question. La CENI ne fait qu'exécuter la loi. Que ce soit en 2006 comme en 2011, ça a été le cas. L'acquisition des matériels est passée par l'appel d'offres international et c'est ce que nous venons de faire. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur Corneille Nangaa, tout le matériel que la CENI a acheté en 2006 et en 2011 est hors usage et donc vous ne pourrez pas l'utiliser. Non, je n'ai pas dit qu'il est hors usage. D'abord, je vais vous dire qu'en 2006, 10 000 kits d'enrôlement avaient été acquis par la CENI. Et ces 10 000 kits ont été utilisés pour enrôler 25 millions d'électeurs. En 2011, parce qu'on a reconduit les mêmes fournisseurs, 9 835 autres kits avaient été achetés, auxquels on a reconditionné ou bien on a fait le recyclage des matériels achetés en 2006, si bien qu'on a utilisé en tout pour tout en 2011 14 400 kits d'enrôlement. Aujourd'hui, la plupart de ces kits sont plus ou moins ramassés et entreposés au niveau de nos entrepôts. Mais ils sont des kits qui sont tels qu'il y a une partie, il y a 4000 qui sont reconditionnés, qui pourront être utilisés. Mais il y a d'autres qui ne le sont plus ou qui sont déjà hors usage. Mais tous ces matériels, même à vide, sont plus ou moins conditionnés et entreposés. J'ai quelques questions pratiques par rapport à votre appel d'offres. D'abord, sa durée. Il va prendre combien de temps, votre appel d'offres? La durée, disons, notre appel d'offres va prendre, conformément à la loi, normalement, parce qu'il faut le dire qu'avant de lancer l'appel d'offres, il y a des travaux en amont. Ces travaux en amont, c'est qu'avec la Direction générale des contrôles des marchés publics, nous travaillons et nous présentons ce qu'on appelle le plan de passation des marchés, un PPM, fait avec les experts du BCECO. Cet avis, ces documents est aussi soumis à l'avis de non-objection de la Direction générale des contrôles des marchés. C'est ce qui a été fait. Et donc, le mardi, c'était le mercredi 10 février dernier, nous a octroyé les 2 avis de non-objection. Ces 2 avis de non-objection nous ont donc donné la possibilité maintenant d'ouvrir ce qu'on appelle
d'ouvrir l'appel d'offres, de publier l'appel d'offres. C'est ce qui a été fait. Alors, votre question était de savoir combien de temps ça va prendre. Ça, ce ne sont pas des délais de la CENI, d'abord, je l'indique. Ce sont des délais légaux. L'entrée en vigueur du contrat, ça devait partir du 23 mai jusqu'au 23 juin. Soit un délai total de plus ou moins 133 jours. Vous verrez que la livraison, si la livraison intervient 60 jours après l'entrée en vigueur du contrat, ça serait aux environs du 22 juillet 2016. Ce n'est pas étrange. En 2006, c'était le même processus qui était conduit par le PNUD. Il a pris il a fait la même durée. En 2011, il a fait la même durée. Ce n'est que la loi, ça, ce n'est pas un problème de la CENI. Le problème, c'est que le pays est soumis à une contrainte de temps. Le sénateur Joly, qui vous a précédé sur cette chaise, demandait à la CENI, parce qu'ils l'ont fait d'une certaine manière en 2011, de soumettre, en lançant cet appel d'offres, aux constructeurs des kits certaines contraintes pour qu'ils puissent aller un peu vite en besogne afin que l'on gagne du temps par rapport au calendrier, par rapport à cette année électorale. Est-ce que vous avez tenu compte de cela notamment? Oui, d'abord je respecte l'avis du professeur Joly qui parle en tant qu'acteur politique. C'est d'autant plus intéressant. Et ancien vice-président de la CENI. Bien qu'acteur politique, c'est un ancien vice-président de la CENI. Donc il parle en connaissance des causes. Il parle en connaissance des causes, mais c'est un débat républicain qui fait avancer la démocratie. Mais ici, nous vous disons que la CENI, conformément à l'article 211 de la Constitution, est la seule institution qui a en charge l'organisation des élections. Nous vous donnons ces chiffres, et si vous voulez revenir sur le moment qu'a passé le pasteur Joly à la CENI, je peux vous en donner. En 2011, pour les élections de 2011. Et je pense que le professeur Joly le sait. L'appel d'offres en 2011, ou les travaux préparatoires à l'appel d'offres, sont intervenus de janvier jusqu'en mars 2010. L'appel d'offres a été publié le 23 mars 2010. Les contrats ont été signés et la livraison des matériels a commencé en juillet 2010. Si bien que la collecte des données est intervenue encore, alors que c'était encore la CI. La collecte des données est intervenue à partir de septembre. Septembre jusqu'en mars, c'est en mars qu'on a connu l'entrée du nouveau bureau de la CENI. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commandé des nouveaux kits en urgence. Bien entendu, c'est ce qu'il a déclaré. C'est ce que je vous dis. Qu'ils ont trouvé que le travail avait été déjà fait dans certaines provinces. Ils ont commandé donc d'autres matériaux pour accélérer et ils ont poursuivi les travaux. Ils sont entrés en fonction en mars 2011 et les travaux du fichier s'est clôturé le 12 juillet 2011. Ça nous fait exactement 17 mois. Ça nous fait exactement 17 mois. Et je le mets au défi qu'ils viennent contredire ce que nous avons l'appel d'offres qui a été lancé en 2010. Et nous connaissons les dates, c'était lancé par le BCECO. C'est tous ces processus a pris le temps, a fait la durée de 17 mois. Y a-t-il possibilité qu'on revienne, qu'on fasse moins de temps que 17 mois? C'est possible. C'est ce que nous disons. En 2006, la CENI pour enrôler pour constituer son fichier de 25 000 électeurs, la CENI avait bénéficié en 2006 d'un appui massif en termes d'experts internationaux. 450 experts internationaux étaient là. L'appui logistique massif de la MONUSCO était là. Plus ou moins 69 avions gros porteurs. Plus ou moins 29 hélicoptères qui ont aidé au déploiement. Le nombre des agents recenseurs, c'était, en tenant compte des 10 000 centres d'inscription multipliés par 5, c'était 50 000 agents recenseurs.
Si vous pensez qu'un travail que vous avez fait en 10 mois et que vous voulez le faire en 5 mois, le principe est simple. Doubler le nombre d'avions, doubler le nombre du personnel, doubler le nombre du budget, doubler le montant du budget. Encore faut-il avoir ce budget parce qu'aujourd'hui, pour que nous soyons en mesure de lancer cet appel d'offres, il y avait des blocages, il y avait des contraintes financières et nous remercions ici le gouvernement dont le versement de premier décaissement a permis de lancer cette opération. Donc, toutes les options sont devant nous. Et nous parlons ici en technicien en disant il y a possibilité de faire mieux, il y a possibilité de réduire les délais, quitte à ce qu'on soit conséquent, mais faut-il encore avoir ces moyens, toutes ces ressources pour arriver à ça. Mais que ce soit en 2006, j'insiste, comme en 2011, l'opération du fichier électoral a fait 16 mois. Un document qui a été publié ce jour sur les réseaux sociaux fait état d'une décision d'attribution provisoire à la compagnie ZTES, qui est une compagnie belge, justement du marché des fournitures de kits d'enrôlement. Il a été signé le 30 octobre 2015. Il porte sur un montant total de 31 389 001 $. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'on ne serait pas, comme certains le disent déjà, en train de vivre le mensonge de la CENI? D'abord, il est signé par qui? Matundu Mbungu du BCECO. Je pense qu'il n'est pas président de la CENI. Deuxièmement, je suis le président de la CENI. Je suis entré en fonction le 20 novembre. Je n'ai jamais vu ces documents. Bien plus, un tel document ou un contrat pareil doit, conformément à la loi organique de la CENI, un contrat pareil doit faire objet d'un débat en plénière et validé en plénière, adopté en plénière de la CENI. Je n'ai pas connaissance, j'ai vu tous les procès-verbaux, même ceux qui étaient là avant mon investiture comme président. Je n'ai jamais vu un procès-verbal qui indique qu'il y a eu un débat sur un tel contrat. Bon, donc c'est un contrat qui n'engage pas la CENI. Donc ce serait le BCECO qui attribue des marchés sans la CENI, le même BCECO qui va exécuter l'appel d'offres que vous avez lancé le 10 février. Nous n'avons pas une cellule de passation des marchés au sein de la CENI. Jusque-là, il est en cours de constitution. Et si bien que pour les différents marchés, nous faisons recours aux structures qui sont en place et le BCECO est la structure la mieux indiquée pour ce faire. C'est-à-dire qu'il y a eu probablement une entorse sur la démarche pour dire que la CENI, qui est l'autorité contractante de ces marchés, ne connaît pas ces contrats. Donc ça n'engage pas la CENI et nous avons eu des correspondances avec le BCECO pour éclairer sur ces questions et je pense que les choses sont très claires. Paulette Kimuntu, Congo Web Télévision. Bonjour Monsieur Corneille Nangaa. Bonjour Paulette. C'est vrai que la CENI est un organe éminemment technique, mais qu'on le veuille ou pas, la politique, on en parle. Je vous pose carrément la question, est-ce que la population congolaise peut avoir confiance en Corneille Nangaa? Est-ce que Corneille Nangaa ne subit-il pas des pressions, des injonctions de la part de ces mêmes politiques? Non seulement les pressions des politiques. La CENI est une institution technique, mais nous gérons des passions politiques. La pression vient de toutes parts, de la population elle-même. Déjà, quand on sait qu'elle va se fâcher, elle peut se fâcher, c'est une pression sur nous. Du gouvernement, qui doit financer, il a un intérêt. Vous savez que non, au processus électoral, il y a beaucoup de parties prenantes, dont le gouvernement, il a un intérêt, comme celui qui finance, il a tout intérêt à savoir comment ça va se passer. Et c'est une pression sur la CENI. Aux acteurs politiques, chacun, suivant ce qu'il veut avoir, chaque acteur politique nous fait pression. Même la communauté internationale, ne pensez pas que lorsqu'ils sont intéressés, ils sont intéressés. Il y a bien entendu, même les opérateurs économiques. Quand nous lançons un appel d'offres comme celui-ci, ce sont des affaires.
C'est de ces entreprises qui veulent gagner les marchés, ce sont des pressions. Ils seront combien à soumissionner? Mais on aura besoin qu'un d'un seul fournisseur. La pression vient effectivement de tous bords. La question, c'est de dire, doivent-ils nous faire confiance? Je pense qu'ils ont tout intérêt à ce qu'ils nous fassent confiance. On nous a confié une mission claire. Madame, notre mission, c'est d'organiser ou de conduire le processus électoral. La conduite de ces processus fait face à certains défis que nous soulevons et que nous présentons, mais nous avons la charge de faire en sorte que nous relevions ces défis pour arriver à ce que nous attendons tous. Ce que nous attendons tous, y compris la CENI, parce que je suis aussi congolais, c'est qu'on arrive à organiser ces élections. Mais pour organiser ces élections, il y a des préalables. Le jour des scrutins, le jour que nous attendons, qu'on appelle le jour des scrutins, est tributaire de certaines activités en amont. Nous reviendrons certainement sur ces points, mais nous sommes là pour partager tous ces préalables. Par rapport au calendrier, les politiques, moi je reste dans ce sillage des politiques. Beaucoup de politiques, depuis la publication d'ailleurs de ce calendrier pour l'élection des gouverneurs, ne sont pas du tout contents. Il y a même une frange qui dit qu'ils ne sont pas contents de ce calendrier, que c'est aussi que ça ne va pas. Toujours quand on publie quelque chose, les politiques disent toujours que ça ne va pas. Est-ce que la tripartite, est-ce que vous avez consulté les politiques pour mettre en place ces calendriers ou vous avez travaillé seul? Pour l'État, tu as déjà trouvé quelque chose qui met l'unanimité dans ce pays? Non. Nous disons, pour le moment, nous étions sous les coups d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. C'est une institution de la République qui mérite respect. La Cour constitutionnelle nous a donné 2 devoirs. Le premier devoir était d'évaluer notre calendrier global. Le deuxième devoir était d'organiser avant toute élection provinciale l'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Pour ce faire, nous étions butés à 2 obstacles. Le premier obstacle, c'était que le gouvernement qui finance avait dit qu'il n'avait pas de moyens. Sans moyens, nous ne pouvons pas organiser l'élection. Le deuxième obstacle, c'est que l'installation des bureaux définitifs des différentes assemblées provinciales concernées était encore tributaire de l'avis de conformité de règlement intérieur par la Cour constitutionnelle. Il y a 2 jours, nous avons été saisis par la Cour pour dire que tous les 21 provinces ou toutes les assemblées provinciales ont vu leur règlement intérieur validé par la Cour. Il n'y avait donc plus de raison pour nous, à ce qui nous concerne, qu'on n'organise pas ces élections. C'est pourquoi nous avons publié ces calendriers. Il est normal que ce que nous, en prenant une telle décision, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, nous disons, si nous voulons des élections, je pense qu'il est indiqué qu'on garantisse la CENI d'agir dans son indépendance. Et c'est ce que nous avons fait en publiant ces calendriers pour l'élection des gouverneurs. Les gens se posent la question, est-ce qu'on ne pouvait pas commencer par l'élection des députés provinciaux avant de faire l'élection des gouverneurs? Parce qu'on se pose la question, qui va élire ces gouverneurs? De quelle assemblée provinciale s'agirait-elle pour élire les gouverneurs? Donc, ici, nous faisons la combinaison de plusieurs lois pour arriver à... Il y a bien entendu la Constitution qui demande à ce qu'il n'y ait pas de commissaires spéciaux. La Constitution demande qu'il y ait élection des gouverneurs. Il y a bien entendu la loi de programmation qui a consacré plus ou moins le démembrement de certaines provinces. Ensuite, il y a la loi électorale. La combinaison de toutes ces lois fait que l'électorat pour les gouverneurs, ce n'est pas la population, ce n'est pas les électeurs. On les appelle des grands électeurs, ce sont les membres des assemblées provinciales.
Et conformément à la loi de programmation, l'électorat pour les gouverneurs reste les députés provinciaux, malheureusement élus en 2006. Sont-ils légitimes, légaux? Je ne sais pas moi quoi, ça ne va pas poser problème. Là n'est pas le problème. Vous risquez de me demander est-ce que le Sénat est légal. Vous risquez de me demander les gouverneurs qui ont été élus depuis 2006 sont-ils légaux. Bon, tout ça, ce sont des questions, ce sont des faits. Nous allons en discuter parce qu'on aurait dit d'ailleurs commencer par là pour qu'on sache l'environnement dans lequel nous évoluons. Donc, l'électorat reste celui-là. Sont-ils légaux? Oui. Et c'est-il légitime? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que nous appliquons la loi. Et les lois dont je fais mention indiquent aujourd'hui que la CENI organise ces élections. Alors, qui sont les électeurs pour ces élections de gouverneurs? Ce sont les députés provinciaux qui sont hors mandat. Qui sont dans les 21 nouvelles provinces et qui vont donc siéger pour élire. Et la procédure, c'est qu'ils avaient déjà installé les bureaux provisoires. Ils ont adopté des règlements intérieurs qui étaient envoyés à la Cour pour avis de conformité à la Constitution. Après ces avis, ils doivent installer les différents bureaux définitifs. Et conformément à l'article 168 de la loi électorale, il est question pour la CENI d'organiser ces élections dans tout au plus 21 jours après l'installation des bureaux définitifs. C'est ce que nous avons décliné dans ces calendriers. Nous serons prêts pour en discuter. Éric Ambago, Top Congo FM. Corneille Nangaa, la phase 1, la première phase de la procédure pour l'acquisition des kits, selon nos informations, pourrait durer au moins 6 mois. Et le reste, le déploiement du matériel, tout cela, ça veut dire clairement, vous êtes là, président de la CENI, il n'y a pas élection présidentielle et législative en 2016. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. 2016, c'est une année électorale. Pas présidentielle, pas de législative. J'ai dit 2016 est une année électorale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand vous parlez de l'élection, l'opinion, tout le monde voit le jour des scrutins. Ce n'est qu'un jour. Et pour arriver à ces jours, je disais à Paulette, que ces jours-là est tributaire de beaucoup d'activités en amont. Monsieur le Président, moi je vais vous poser une question très claire. Bien. Vous étiez au Sénat l'année dernière et vous aviez déclaré qu'il est possible, avec le fichier actuel, d'organiser l'élection des députés provinciaux. Voilà pourquoi on a lancé le dépôt des candidatures. Oui. De l'autre côté, il y a le président de l'ONIP, dont on ne connaît pas l'adresse aujourd'hui, M. Loumanou, qui a dit qu'en 3 mois, on pourrait réaliser le recensement de la population avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, vous nous étalez un délai de 17 mois, alors qu'on a dit 3 mois pour le recensement de la population. Qui a menti? Vous avez menti ou c'est Loumanou qui a menti? Non, d'abord, je ne réponds pas de ce que le professeur Loumanou a dit. Il l'a dit en tant que DG de l'ONIP. Ce n'est pas la CENI de parler de... Le recensement, c'est plus fastidieux que l'enrôlement des électeurs, non? Non. 3 mois, et vous parlez de 17 mois, c'est vous qui tirez les choses en longueur, apparemment. Je pense que vous allez me laisser peut-être le temps de vous dire ce qui est derrière tout ça. Parce que nous faisons des fois, au Congo, on fait c'est un peu une sorte de politique d'Autriche, malheureusement. Pourquoi devons-nous parler de la révision du fichier électoral en 2016 alors qu'on aurait dû avoir déjà un registre d'état civil? Mais les faits sont que en 2005, on a constitué un fichier électoral parce qu'il n'y avait pas un registre d'état civil. En 2011, malheureusement, on a fait la révision du fichier électoral parce qu'il n'y avait toujours pas encore l'état civil. En 2016, nous sommes en train de faire la même chose. En 2015, un débat avait eu lieu pour se dire, faut-il faire le recensement avant l'élection ou pas? Vous connaissez ce que ça a donné. On a dit on ne veut pas du recensement. Si le recensement s'il y avait un registre d'état civil, on ne parlerait plus de ceci.
S'il y avait un registre d'état civil, Quelqu'un a menti. personne n'a menti, surtout moi je n'ai pas menti. Si on a un registre d'état civil, la CENI viendrait extraire un fichier, les listes électorales, et qu'on imprimerait, on irait au vote. On parlerait facilement des délais constitutionnels, on viendrait, on extrait et on n'a pas de problème. Mais le problème aujourd'hui, c'est la question du fichier. Tenez, le fichier de 2015, de 2011, la CENI avait planifié d'organiser les élections provinciales avec ce fichier en 2015. Ces élections n'étant plus organisées en 2015, vous pensez que vous allez aller aux élections avec ce fichier, sans les nouveaux majeurs, avec les morts qui sont dans ce fichier, avec ce que nous savons que non, les matériels ont traversé la frontière du Congo et que les cartes sont en train d'être imprimées en dehors du circuit normal de la CENI. Toutes ces considérations font que, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais vois-tu, je l'avais dit encore il y a 2 jours, vous voyez la CENI en train d'installer un bureau de vote à côté de l'université de Kinshasa, tout en sachant, en convoquant l'électorat, en sachant que ces jeunes gens-là, nos amis des étudiants, ne sont pas sur la liste. Ça va donner quoi? 2. La question du fichier est une question fondamentale. Et ça relève d'abord de la confiance qu'ont les acteurs autour de ces fichiers. Mais l'OIF avait réglé cette question. Très bien. L'OIF n'a pas réglé la question du fichier. L'OIF a organisé un audit à la demande de la CENI. Et je peux vous dire que cet audit a été transparent parce qu'on participait comme observateurs les délégués de la majorité présidentielle, délégués de l'opposition parlementaire et de l'opposition extra-parlementaire, délégués de la société civile. À la présentation du rapport de l'audit, vous savez ce qu'ils ont dit? Les acteurs, celui de la majorité a dit le fichier actuel est un fichier corrompu. On ne peut pas aller aux élections avec ce fichier. Celui de son homologue de l'opposition a dit le fichier actuel est un fichier infecté. On ne peut pas aller aux élections avec ça. C'est une réalité. Donc, les acteurs qui sont des joueurs, des compétiteurs, disent chacun que non, on ne peut pas aller aux élections avec ces fichiers. Mais l'envoyé spécial de l'OIF, Pascal Couchepin, avait clairement dit que le nettoyage ne peut pas durer s'il y a volonté politique. Oui, tout dépend de la volonté politique, je suis convaincu. Il n'y a pas de volonté politique. Mais je vous dis aussi que celui dont vous parlez, je ne le vois pas, il n'est pas venu pour les fichiers, il n'est pas venu pour... il n'a pas parlé ainsi en tant que technicien des élections. Nous vous disons ici que non, pour arriver à avoir un fichier, il nous faut ça, conformément à la mission qui est la nôtre. Vous croirez si quelqu'un d'autre vient le dire? Bien plus, ce que nous disons, même les projections en termes de temps, c'est l'occasion de remercier aussi nos partenaires. Nous avons 22 experts internationaux qui travaillent avec la CENI. Internationaux. Avec qui nous faisons toutes ces planifications. La question est de dire, doit-on donner la nouvelle carte, la carte électorale à tout le monde ou rien qu'à ceux qui ne sont pas dans les fichiers? À cette question, nous disons, il y a 2 problèmes majeurs qu'il faut soulever. Si nous ne donnons la nouvelle carte qu'aux jeunes et que nous gardions nos cartes, c'est-à-dire que nous acceptons qu'il y ait 2 formats de cartes en circulation. Sur ma carte, c'est écrit province d'origine, province orientale. La nouvelle carte a donné, il n'y a plus de province orientale, il n'y a plus de Katanga, il n'y a plus de Bandundu. Je ne sais pas si tu étais de quelle province. Tant mieux si tu es dans une province qui n'a pas changé. Mais il y a cette question. La fiabilité de la carte. Nous venons de Goma, les rapporteurs et moi, pour suivre cette question. Nous avons donné $40 à un montard. 20 minutes après, il nous a amené des cartes qu'il a imprimées,
quelque part. C'est une réalité. Donc, allons-nous accepter d'aller aux élections avec les mêmes fichiers qui présentent des faiblesses pareilles? Les résultats qui en sortiront, je vous dis, je vous mets au défi, seront contestés. Sauf que ceux qui nous poussent aujourd'hui à aller quand même, malgré tout, ce sont les mêmes qui nous jetteront des pierres demain. Ils ont mal organisé les élections, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Nous vous prions de laisser à la CENI, de donner à la CENI la possibilité d'organiser ces élections. Rachel Kitsita de Numérica Télévision. Alors, secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, Corneille Nangaa, vous avez soutenu la fiabilisation, l'opération de fiabilisation du fichier électoral. Aujourd'hui, président, vous soutenez carrément la révision totale du fichier. Qu'est-ce qui rassure que cette opération sera une réussite avec zéro omis, zéro désorienté? Oui, c'est ça justement. C'est ça l'enjeu de la révision du fichier électoral que nous laissons là, les éléments, les nouveautés par rapport au fichier de 2011 comme celui de 2006. Oui, nous avions soutenu la fiabilisation du fichier. Qui a échoué? Il n'a pas échoué, dans la mesure où l'optique était d'organiser certaines élections en 2015 et d'autres en 2016. Les élections organisées en 2015 devraient l'être sur base du fichier de 2011 fiabilisé, alors que les élections de 2016 devraient subir ce qu'on appelle une mise à jour du fichier. C'est ce qui est décliné dans le calendrier global. Aujourd'hui, les élections de 2015 n'ayant pas été organisées, qui peut soutenir encore qu'on organise les élections sur base du fichier de 2011 seulement? C'est ça le problème. Je vous ai parlé de la fiabilisation des cartes, la fiabilité du kit, du fichier lui-même. Ce sont les problèmes réels. Qu'allons-nous faire? Il faut un nouveau fichier beaucoup plus clean qui nous permette d'avancer. Il y a 4 enjeux pour les nouveaux fichiers que nous allons constituer. Premier enjeu, nous voulons qu'il n'y ait plus de listes des omis. En 2006 et en 2011, certains de nos compatriotes avaient des cartes d'électeurs, mais sur les listes électorales, ils n'étaient pas là. Alors, il fallait constituer des listes des omis. Ça posait d'énormes problèmes. Deuxième enjeu, nous pensons qu'avec le nouveau fichier, ça devrait être zéro désorienté. Vous avez ici un produit de la cartographie et de la fiabilisation. Ça, c'est un produit là parce que vous pensez d'échec, mais la CENI a aujourd'hui une cartographie bien complète électorale. Quand je vous parle de ces chiffres, ce sont des chiffres réels. Le pays a été cartographié, 88 000 villages identifiés. Bien cartographiés, ils apparaissent sous forme de cartes, si bien que lors des élections, tous les acteurs politiques, ou chaque acteur politique, saura plus ou moins que lorsqu'il se pointe dans une circonscription comme celle ou dans une province comme celle du Haut-Katanga, et là, dans la province du Haut-Katanga, il y a combien de territoires? Ils sont subdivisés en combien de secteurs? Subdivisés en combien de secteurs ou chefferies? Combien de communes? Combien de quartiers? Combien de villages? Et l'installation des sites de vote comme des centres d'inscription sont identifiés à l'avance. La grande opération que nous allons, l'une des activités que nous allons mener ces jours-ci avec la sensibilisation, est justement celle de validation de ces sites de vote, et nous allons le faire avec les acteurs politiques. Il en reste 2 autres objectifs, zéro désorienté, zéro omis. Deuxième enjeu. Le troisième enjeu, et c'est très important, je pense que c'est avoir un fichier qui permette l'accessibilité des électeurs. Qu'aucun électeur ne fasse plus de 10 km pour avoir sa carte. Et le dernier enjeu, je pense le plus important, c'est que le fichier devra être prêt à prendre en charge tous les scrutins. Tous les 9 scrutins prévus par le cadre légal congolais, même les locales. Je vous dirais que ce soit le fichier de 2006
comme celui de 2011, aucun de ces fichiers ne pouvait organiser les élections locales. Ce n'est pas de la faute de la CENI. Je dis c'est parce qu'il y avait la question des entités qui n'étaient pas stabilisées. Et pour obtenir ce fichier clean, il vous faut entre 14 mois et 17 mois. Ça veut dire on est dans un glissement technique, Monsieur Corneille Nangaa. Vous allez nous dire que c'est l'année électorale. Non, bon, dans tous les cas, moi, d'abord, les mots dont vous parlez... Un dépassement technique, si vous voulez. Je ne sais pas de quoi... Disons dépassement technique. Non, pas un dépassement technique. Ici, ce sont des contraintes techniques qui imposent que pour avoir les fichiers, il me faut un délai minimum de temps. Et la CENI est claire là-dessus en disant, si vous voulez qu'on les fasse en 2 mois, il y a d'autres contraintes. Mais ça m'étonnerait quand même. Mais les délais tels que nous les donnons, je n'ai pas parlé de 13 mois ou autre, mais je vous ai donné des... Ça viendra. De toute façon, vous êtes en train de préparer la population congolaise à accepter le 14 mois, entre 14 et 17 mois. Non, nous avons quelques informations là-dessus. La population, nous avons un seul pays. Et la population congolaise s'est fait un mode de gouvernance, la démocratie. On ne peut pas lui priver de ça. Et on ne peut donc pas faire l'économie des élections. On doit organiser les élections. Sauf que l'organisation de ces élections est tributaire de certaines contraintes ou certaines activités préalables. Et c'est de cela qu'il est question. Est-ce que cette population veut aller aux élections ? Moi, je le dis, oui, si elle a besoin d'aller aux élections, que nous nous mobilisions avec la CENI pour commencer à parcourir ces chemins et nous y arriverons. Parce que ça a été le cas en 2006, ça a été le cas en 2011. Et vous comptez atteindre à peu près 45 millions d'électeurs au terme de cette opération de révision du fichier électoral. Certains disent que ça ne répond pas à la règle statistique, notamment à l'évolution démographique, des chiffres pas crédibles. On passe entre autres du simple au double, Monsieur Corneille Nangaa, 25 millions, 32 millions, 45 millions. Non, c'est vérifié. Parce que les projections partent du recensement de 1984. Okay. En 2006, on projetait effectivement 27 millions et on a eu 25 millions. En 2011, on a projeté, je n'étais pas là, moi j'étais en poste à Côte d'Ivoire, ils avaient projeté 32 millions, ils ont eu 32 millions. Et nous, en fonction de cette projection, nous visons pas 45 millions, mais nous sommes aux environs de 42 millions. C'est 41 millions et quelques, je vous ai donné les chiffres. 2005, 2006, 2011, quelles leçons avez-vous tirées de ces élections pour pouvoir organiser des élections transparentes en RDC en 2016 et crédibles? La leçon, malheureusement, la leçon que nous pouvons tirer, si nous la donnons aujourd'hui, c'est tout un... il faut d'abord, il y a la première leçon, c'est que le cadre légal prévoit 9 élections. En 2005, on a organisé 5 sur 11. Donc le cadre prévoit 11 élections. En 2005, on a organisé 5 sur 11. En 2011, on a organisé 2 sur 11. Donc il y a un problème. La leçon à tirer serait que donc, il faut de vraies réformes électorales qui permettront à ce que nous soyons réalistes en termes de nombre d'élections ou en changeant d'autres les modes de scrutin ou en faisant. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de réformes parce que le débat est biaisé aujourd'hui. On interdit à toute personne de réfléchir aujourd'hui. Si je dis ça, vous allez me dire que non, je prépare, je ne sais pas moi quoi. Mais ce sont des réalités. L'autre réforme, il faut qu'on constitue les registres d'état civil. La première recommandation, je vous dis, de l'OIF au gouvernement, c'est celle-là. Elle souhaite, il est souhaité que le gouvernement fasse le recensement administratif. Ça permettrait de régler ces problèmes une fois pour toutes et ne plus parler tous les 5 ans d'une révision. Et vous jouez aussi sur votre crédibilité? Oui, la crédibilité, c'est clair que la crédibilité, il faut jouer sur la crédibilité, encore que peut-on l'avoir vraiment dans ces pays. Mes prédécesseurs, lesquels, alors quel que soit le travail qu'ils ont fait sur ces pays,
mais on ne manque jamais de nous jeter des pierres. Quel que soit ce que nous faisons, on nous accusera. Mais c'est aussi ça, c'est ce qui nous revient. Mais toute action que nous mènerons au nom de la plénière de la CENI, je me dis au moins que nous ferons pour que le processus soit bien conduit, pour que nous arrivions à ce que nous attendons tous, les élections. Il y a des questions, il faut qu'on les dise, qui ne dépendent pas de la CENI. Il y a des questions qui dépendent de la CENI. Nous prenons en charge ces questions et c'est entre autres ce que nous sommes en train de faire. Mais je vous dis qu'il y a aussi des questions qui dépendent d'autres institutions. Nous les mettrons à la place publique pour dire que le responsable c'est tel ou tel. Mais il y a aussi des questions qui dépendent des acteurs politiques. Je pense que pour cela, il faut qu'ils s'arrangent à ce que ces questions soient résolues, parce qu'ils peuvent être un blocage pour que nous avancions dans ce que nous sommes en train d'envisager. Justement, M. Corneille Nangaa, ces questions qui concernent ces hommes politiques, plutôt que de la révision du fichier pour avoir les élections dans les délais constitutionnels, comme beaucoup parlent, comme beaucoup disent, est-ce que la CENI aujourd'hui pourrait revenir en cas d'accord entre politiques à des élections organisées cette année avec le précédent fichier? Trouvez-nous cet accord, nous irons avec ces fichiers. À ce moment-là, le délai constitutionnel tant recherché par beaucoup serait respecté. Encore qu'il faut d'abord qu'on dise quel est ce délai constitutionnel. Je voudrais faire une précision. La question des délais constitutionnels est organisée par la Constitution et la loi électorale. Ce sont les dispositions, disons l'article 73 de la Constitution qui est complété par l'article 11 et 100 de la loi électorale qui dit que la CENI convoque l'électorat 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. C'est ce qui est prévu dans le calendrier global qui n'a pas été exécuté. Et la convocation de l'électorat dans ce calendrier est prévue le 20 septembre 2016. Ce que je constate, c'est que la Constitution n'a pas changé. Ce que je dis aussi est que la CENI n'est pas là pour violer la Constitution. Cependant, il se pose un problème. L'électorat. Il est question de convoquer l'électorat. Faut-il encore avoir cet électorat? L'électorat, c'est justement le fichier. Justement pour Quand ça. je vous dis que les acteurs politiques, personne n'est prêt à aller aux élections avec le fichier actuel, ça veut dire qu'il n'y a plus d'électorat. Ce que nous sommes en train de faire, c'est constituer l'électorat. Une fois que nous aurons cet électorat, nous allons convoquer l'électorat. C'est d'où ma question. Si les politiques arrivent à s'entendre sur l'utilisation du précédent fichier, la CENI sera en ordre de bataille. Bon, qu'ils s'attendent sur ça, la CENI sera en ordre de bataille. Ce sont des questions politiques majeures, des options politiques majeures qu'il faut prendre, que la CENI ne peut pas prendre. Il y a plus que ça. Certains nous demandent, mais la question de l'élection de la diaspora, parce que c'est une autre complexité que nous ne savons pas encore. Il va falloir que nous inscrivions aussi sur les listes électorales la diaspora, nos compatriotes qui vivent à l'étranger. La loi électorale permet aujourd'hui que nos compatriotes votent. Il faut les inscrire. Il y a des complexités autour de ça. Mais il y a des voix qui s'élèvent déjà à certains acteurs politiques qui disent « Non, M. Corneille, c'est tellement complexe, est-ce qu'on ne peut pas mettre seulement à côté la question de la diaspora pour que nous avancions parce qu'on veut gagner du temps ?» Mais ça n'est pas la CENI. Ça, ce sont encore les acteurs politiques. Ce sont les acteurs politiques qui doivent s'asseoir et se dire « Ok, faisons ceci, nous agirons. » Mais ils étaient justement en train de s'asseoir chez vous. La tripartite, c'est chez vous, c'est à la CENI. Oui. Où en est-on? On parle de dialogue, oui, mais si ce n'est que pour parler, comme ce n'est que pour parler de questions électorales, en quoi cette tripartite a failli? En quoi cette tripartite n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes-là ou éventuellement à poser cette option, utilisons le précédent fichier, si on veut être dans les délais? Non, la tripartite, d'abord je vous dis que dans la tripartite, c'était une initiative de la CENI qui regroupait
la majorité et l'opposition au nombre de 16 autour de la CENI discutaient de certains électorats. Vous comprendrez qu'il y a des limites. Parce que même quand on discute de ces questions, il n'y a pas que des questions techniques, il y a des questions politiques. Mais la tripartite avait eu du succès. Et nous avons assisté plus ou moins. Mais ce qui s'est passé pour la tripartite, c'est quoi? D'abord, ce n'est pas que la CENI ne veut pas la convoquer. Avant que la CENI la convoque, elle devait s'assurer que non, effectivement, on arriverait à... C'est à quoi on veut arriver. Ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, pour la tripartite, nous avions eu 16 représentants de l'opposition, 16 représentants de la majorité autour de la CENI. L'abbé Apollinaire, à qui je rends hommage, est intervenu à partir de l'étranger pour cette réunion. La deuxième réunion qui était convoquée à la suite de la première, la majorité, ils sont arrivés au nombre de 11 au lieu de 16, et l'opposition, ils sont arrivés au nombre de 53 au lieu de 16. Ça a créé un problème. On a assisté d'abord à celle de l'opposition elle-même, les gens qui écrivent pourquoi les gens ne respectent pas les principes et qu'on sort. Et pour la CENI, évidemment pour la majorité, ils en ont profité pour dire qu'ils ne peuvent pas continuer à parler, disons, à discuter avec des gens qui ne respectent pas les principes. Bon, ça ce sont des questions politiques, ça ne nous intéresse pas. Mais pour la CENI, la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour l'opposition, ils ont dit l'opposition est plus réelle. Avec plusieurs partis, ils ne savent pas qui a désigné les 16 pour les représenter. Du coup, ça a posé ces problèmes. Aujourd'hui, doit-on convoquer cette tripartite? Nous le souhaitons. Mais entre-temps, il faut avoir des garanties que nous aurons tout le monde en respectant les principes. Bien plus, si nous parlons des 16 de la majorité, 16 de l'opposition, en son temps, il faut reconnaître que certains partis qui étaient à l'opposition et comme à la majorité, ils ne sont plus là. Ils ont des représentants qui étaient parmi les 16. Ils ont changé de camp. Soit qu'ils sont allés d'un côté ou l'autre. Si nous convoquons aujourd'hui la tripartite, ceux-là vont s'asseoir où? Ce sont des questions réelles. Pour la CENI, c'est bien de trouver un cadre où on devrait quand même se parler de certaines choses. Mais nous disons encore qu'il y a des questions qui resteront en suspens. Mais pour des questions techniques, nous sommes en train d'avancer et nous comptons sur les acteurs politiques pour que nous avancions sans trop de problèmes. Merci Paulette Kimuntu de Congo Web Télévision, merci à Rachel Kitsita de Numérica TV, à Thierry Kambundi et Eric Ambago de Top Congo FM. Merci à vous Corneille Nangaa. Malheureusement, nous sommes aussi pris par les délais de l'émission, on ne peut pas déborder. Délai de l'émission. Oui, délai de l'émission. On peut avoir un petit débordement technique. Toute dernière question, pourquoi pas de calendrier global? Parce que vous attendez la révision du fichier ou, selon la Constitution, la CENI, institution d'appui à la démocratie, ne peut pas publier un calendrier qui déborde les délais constitutionnels? Non. D'abord, la révision du fichier fait partie, est une partie intégrante du calendrier. Nous avons 3 calendriers en souffrance. Le premier a été publié en 2012. Il n'a pas été exécuté. Le deuxième a été publié en 2014 et il était qualifié de partiel parce qu'il ne reprenait que les élections locales. Et il y a eu un tollé qui poussait que la CENI puisse publier un calendrier global. La CENI a publié donc le 12 février un calendrier global. Ce calendrier global pour la CENI, c'est un calendrier qui reprend l'ensemble des scrutins prévus par les cadres légaux. 11 scrutins. Mais pour les acteurs, on a trouvé que non, ce calendrier était trop global. On réclame maintenant un calendrier réaliste. On revient au consensuel. On revient au consensus entre politiques. Où tous ces éléments. Mais est-ce que la CENI, qu'est-ce que nous faisons dans tout ça? Nous disons, nous consultons. Pour publier un calendrier qui sera réaménagé, nous devons consulter et nous assurer que ceux qui ont rejeté le calendrier, parce qu'il a été rejeté par tous, opposition, majorité, même les gouvernements, parce que quand les gouvernements ne financent pas, ils les rejettent aussi.
Nous disons que nous voulons nous assurer qu'une fois publié ce calendrier réaménagé, la série ne sera pas la défensive. C'est comme ce que je viens de faire maintenant. Ce que je demande, c'est qu'on se mette ensemble pour avancer. Mais si demain il y a d'autres qui commencent à venir, à nager à contre-courant, la CENI va plutôt commencer à se défendre au lieu de faire ce qu'elle doit faire. Donc, un calendrier global, un calendrier réaménagé, nous consultons et nous sommes en train de consulter. Nous avons commencé avec les confessions religieuses, la société civile, les chefs coutumiers. On a commencé aussi avec les acteurs politiques, même s'il y a encore des problèmes parce que pour les consulter. Mais nous allons poursuivre au courant de la semaine prochaine. Et une fois que nous aurons des indications claires sur la possibilité, c'est des questions claires qui donneraient que nous pouvons avancer. Maintenant, nous allons publier ces calendriers en bonne et due forme. Merci beaucoup, Corneille Nangaa. Merci à tous. Merci à Mika Loussala et Didi Binsika qui ont permis la réalisation de la version télévision de ce Top Press. Une toute dernière question. Le dialogue, là, il vous aiderait, le dialogue convoqué par le président de la République. Vous êtes donc pour le dialogue? Le dialogue du président. Celui qu'on appelle le dialogue du président, l'opposition. Non, pour la CENI, nous avons des éléments techniques sur lesquels nous sommes compétents et nous sommes en train d'avancer. Mais nous disons aussi qu'il y a des questions techniques qui risqueront certainement de nous bloquer à un moment donné. Alors, où est-ce qu'on va trouver des options claires politiques sur ces questions? Est-ce que ça sera au dialogue? Nous viendrons comme experts techniques pour donner des conseils à ceux qui vont décider. Que ce soit un autre cadre autre que le dialogue, mais là où les politiques vont prendre des options, nous viendrons. La vérité, M. Christian, c'est que les acteurs, il faut qu'ils se regardent dans les yeux, qu'ils se disent, voici là où nous sommes, qui est responsable et comment on va faire, et qu'ils prennent des options qui permettront à ce que la CENI avance. Ça, c'est une vérité. Dire que non, on ne veut pas, je ne veux pas dialoguer ou échanger avec tel, je pense que ça, pour les élections, nous, on a besoin de tout le monde. Et bon, ces dialogues ou ces échanges devraient d'ailleurs être permanents. En se disant, toi et moi, nous disons, nous n'allons pas nous parler. La situation va devenir tendue. Si la situation est tendue, il peut y avoir casse. Mais après les casses, toi et moi, nous viendrons encore nous asseoir comment on va atterrir ce que nous avons cassé. Pourquoi ne pas se parler avant qu'il y ait casse? Bon, donc la question des cadres qui nous permettraient de régler nos problèmes politiques, les problèmes politiques qui nous empêcheraient, nous, de bien avancer, c'est un problème. Un exemple, la question d'agencement des élections. Est-ce que vous savez, Christian, nous avons aujourd'hui un Parlement à 2 chambres, dont la chambre basse est élue en 2011 et la chambre haute en 2007. Les amis de la chambre basse, ils me disent, Corneille, nous savons que vous êtes en train de préparer le calendrier. Mais sachez que nous ne partirons pas d'ici si les gens qui sont là depuis 10 ans ne partent pas. Et ceux-là, ils disent, non, ce n'est pas de notre faute que nous sommes là. Nous sommes là parce que ceux qui devaient organiser les élections ne l'ont pas fait et en conséquence, on doit quand même commencer par pour un nouveau cycle avec tout. C'est une question réelle. Il y a des gens qui pensent que non, il faut commencer absolument par les présidentielles parce qu'il y a les délais. Et j'ai entendu aussi d'autres qui disent non, on doit commencer à la base jusqu'au sommet. Et il y a d'autres qui, jusqu'à ce midi, qui m'ont dit non, mais nous on pensait qu'il faut commencer d'abord par les provinciales. Ça va permettre à ce qu'on enlève, on change le Sénat. D'ailleurs, on a déjà des candidats là-dessus. Donc, ce sont là les joueurs. Comment on va agencer? Si on avait des options politiques là, un consensus sur certaines de ces questions, ça serait bien. Mais pour la CENI, il est hors de question de dire que nous sommes en train de violer la Constitution. Il n'est pas de notre intention. Nous avançons
Et nous comptons sur la mobilisation de tous pour cette grande opération que nous venons de lancer. Nous comptons sur le Parlement pour les différentes lois. Nous remercions le gouvernement pour le plan de décaissement qui a été validé. Nous pensons aussi que la communauté internationale va mettre la main dans la poche. Et nous espérons que tout le monde va finalement se mobiliser pour qu'on commence ce chemin, au lieu qu'on reste en train d'attaquer la CENI qui va, au lieu de faire son travail, va commencer à se défendre à tout bout de champ. Et puis c'est la mobilisation des jeunes aussi. Nous aurons besoin de plus de 60 000 jeunes qui connaissent l'informatique pour enrôler en un temps record un nombre important, les 42 millions d'électeurs que nous attendons. L'actualité continue sur le www.topcongo.be. Prochain rendez-vous avec le Top Presse la semaine prochaine. Le Top Presse avec Christian Loussakweno.